Bien, merci à toutes et à tous d'être présents. Merci d'abord à Myrtille Picot, à Gilles Janot et à Valérie November d'avoir accepté de participer à ce premier déjeuner jeunes chercheurs, jeunes chercheuses du LabEx Futur Urbain. Donc moi, je vais me contenter simplement, en guise d'accueil, de quelques mots très rapides pour situer un peu cette opération de déjeuner en visioconférence que nous lançons aujourd'hui et qui va se prolonger à raison d'un déjeuner par mois jusqu'en juin prochain. Et si au bout du compte ça paraît satisfaisant à une majorité d'entre nous, on essaiera de prolonger au-delà. Donc le LabEx Futur Urbain est aujourd'hui dirigé par Roberta Morelli, Bruno Tassin et moi-même. Il a été fondé il y a une dizaine d'années autour finalement d'une idée assez simple qui était de comment appréhender la complexité des devenirs urbains. Et le pari de départ, c'était d'éclairer cette complexité par le développement de groupes interdisciplinaires, la plupart d'entre eux étant de dimension internationale. Et ces groupes étaient réunis autour de thématiques choisies par les chercheurs et les chercheuses eux-mêmes, issus de 14 laboratoires sur le périmètre de Paris-Est. 10 ans plus tard, évidemment, je ne vous apprendrai rien en disant que la complexité des mondes urbains reste très largement d'actualité, mais que s'y est ajoutée aussi leur incertitude. Une incertitude qui n'est pas simplement un effet de la pandémie de Covid-19. Et dans ce contexte d'incertitude, nous avons, je crois, plus que jamais besoin de réfléchir collectivement, de partager nos hypothèses, nos méthodes, nos connaissances. Dans ce contexte, le rôle social de la recherche urbaine, ce n'est pas simplement d'apporter des réponses ou des solutions clés en main, mais aussi de poser des questions, d'essayer de trouver les bonnes questions à poser, qui ne sont pas forcément nécessairement celles qui sont à l'agenda politique. Cette réflexivité interdisciplinaire, je crois que c'est ce qui constitue la force du LabEx Futur Urbain depuis sa naissance. Et pour la conduire, la développer, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de jeunes chercheurs, de jeunes chercheuses depuis l'origine, qui ont été associés aux travaux des 14 groupes transversaux du LabEx Futur Urbain. Ces jeunes chercheurs et chercheuses, doctorants, post-doctorants, ingénieurs d'études, ont la plupart du temps été recrutés pour des missions temporaires de 1 an, 2 ans, voire 3 ans. L'idée des déjeuners, c'est donc de donner à voir un peu mieux le travail de recherche de ces jeunes chercheurs et sans doute au-delà des groupes transversaux au sein duquel ils s'investissent. Donc c'était pour nous, direction du LabEx, une manière de renforcer la pluridisciplinarité qui existe déjà au sein du LabEx Futur Urbain, selon une modalité, on l'espère, économe en temps, mais surtout pertinente pour la communauté universitaire. C'est aussi une manière pour nous de renvoyer l'ascenseur à ces jeunes chercheurs et chercheuses qui ont des parcours professionnels aujourd'hui très compliqués, le plus souvent précaires, souvent longtemps en CDD, après leur thèse, et jusqu'à décrocher un emploi de chercheur ou d'enseignant-chercheur au CNRS ou à l'université. Et ce parcours compliqué et classique, il est à l'image de celui de Myrtille Picot aujourd'hui. Le format qu'on a proposé pour ces déjeuners est un format assez simple qui sera amené naturellement à évoluer. Il y a d'abord une introduction de chaque séance qui est confiée à un chercheur ou une chercheuse du groupe transversal qui héberge le jeune chercheur. Aujourd'hui, c'est le groupe Ville et Numérique qui est animé par Anne Aguilera du LVMT et par José Frédéric de Roubaix du LESU, et dont vous retrouverez le détail des actions de recherche sur le site du LabEx Futur Urbain. Et aujourd'hui, c'est Gilles Janot qui est également membre de ce groupe, et qui est directeur de recherche à l'École des Ponts et membre du LATS, qui a aimablement accepté de faire l'introduction. Ensuite, une communication d'une trentaine de minutes qui sera faite par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, donc ici Myrtille Picot, post-doctorante au sein de ce groupe transversal Ville et Numérique. Et puis une modération, c'est-à-dire l'ouverture d'un débat qu'on a proposé en fait de faire par un membre d'un autre groupe transversal, ceci pour justement favoriser les actions intergroupes transversaux, et qu'a aujourd'hui aimablement accepté d'assurer Valérie November, du groupe transversal Risque, et également de son débouché Urba Risk Lab. Valérie November est directrice de recherche au CNRS et également membre du LATS.
Voilà, je n'en dirai pas plus hein, pour ne pas manger trop de temps et je laisse tout de suite la parole à Gilles Janot pour l'introduction scientifique de ce déjeuner. Merci. En fait, je serais bien incapable d'introduire le thème. Je vais plutôt dire quelques mots sur Myrtille et sa position dans le groupe du LABEX. Peut-être une chose, tu as évoqué les difficiles carrières des jeunes chercheurs. Voilà, Myrtille se caractérise, et c'est le fait, je pense qu'elle est ici dans ce premier déjeuner, par une grande mobilité intellectuelle. Et cette mobilité intellectuelle, je pense qu'elle a deux sens. Je veux dire, il y a un sens très concret, on le sait tous. C'est la course au postdoc qui fait qu'on prend les sujets tels qu'ils se présentent et on suit d'une certaine manière l'actualité. Mais ça peut être aussi, et je pense que pour Myrtille, ça prend ce sens, ça peut aussi en rebondissant sur des sujets différents, ben finalement sortir des carcans, trouver des nouveaux espaces. Et donc Myrtille a fait sa thèse sur des questions de répartition d'établissements culturels dans l'espace. Quand j'étais gamin, on appelait ça la DESE, la division économique et sociale de l'espace. Ça rappellera des souvenirs aux plus anciens. Et puis, elle a été amenée à travailler, ce dont elle va parler aujourd'hui, sur des questions de sécurité associées aux espaces culturels et sportifs, puis à regarder des questions en poursuivant le thème de la sécurité, mais regarder les entreprises qui s'occupent de la sécurité dans le cadre d'un postdoc avec Sciences Po. Et elle va venir au LABEX pour d'une certaine manière poursuivre un autre fil qui est celui des entreprises, mais non plus sur la sécurité, mais sur les questions d'intelligence artificielle appliquée à la ville. Et donc, pour dire deux mots sur ce projet, ça s'inscrit dans une activité. Le groupe Ville et Numérique a été l'extension d'un groupe qui travaillait initialement sur les questions de modélisation. Et donc la question de l'articulation entre la modélisation ou de conflit d'une certaine manière entre la modélisation et les nouvelles méthodes d'intelligence artificielle, en particulier par apprentissage automatique par réseau de neurones, est une question qui est importante pour la recherche sur le site, avec à la fois des équipes qui sont très avancées sur ces nouvelles méthodes, mais aussi un fonds scientifique, en particulier de l'École des Ponts, qui est très fortement axé sur cette question de modélisation. Donc nous avons lancé un premier postdoc avec Marion Maisonneuve qui a permis de creuser la question scientifique en faisant de la scientométrie, et Myrtille va nous aider à regarder le côté économique en faisant un tableau des entreprises qui travaillent là-dessus. Mais c'est absolument pas de ça qu'elle va vous parler aujourd'hui. Myrtille, je te laisse la parole. Merci, merci de me permettre de présenter mes recherches. Effectivement, peut-être je vais juste faire un partage d'écran parce que j'ai prévu un PowerPoint. Ah, je crois qu'il faut activer pour que je puisse partager mon écran. Oui, je le fais. Merci. Donc oui, merci de me permettre de présenter et d'être là pour écouter. Puis je voulais aussi ajouter que j'étais très contente de rejoindre le LABEX et aussi le LATS à l'occasion de ce postdoc du coup que je commence là, enfin depuis le mois de janvier. Donc, est-ce que C'est bon, normalement c'est bon. je réessaye? Voilà, donc du coup, je vais revenir sur les grands événements culturels et sportifs et le développement de dispositifs numériques qui concernent aussi les espaces urbains. Donc bon, je passe du coup sur la présentation de ma thèse et de mes postdocs précédents vu que Gilles l'a fait. Et donc, je vais revenir sur la question des grands événements et de la sécurité. Donc en fait, on voit que c'est une question qui a été abordée déjà, cette question des liens entre grands événements et sécurité par des recherches sous un angle urbain. Donc là, j'ai mis 3 extraits qui permettent un peu de poser la façon dont la sécurité des événements peut influer sur les formes urbaines et aussi sur le contrôle de l'appropriation des espaces publics. Donc j'ai mis 3 exemples, enfin 3 extraits, mais voilà, il y a d'autres recherches là-dessus. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on voit l'extrait de Paul Landauer montre que, en parlant du stade de football, il évoque ça en fait comme une forme de l'urbanisme sécuritaire par excellence.
Et ce qui m'intéresse aussi dans cet extrait, et on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'il évoque cette idée d'une surveillance qui est dans le lieu culturel, donc le stade, mais aussi dans les rues qui entourent le stade, depuis le métro, etc. Donc c'est un dispositif de sécurité qui dépasse en fait le seul stade, enfin le lieu physique où a lieu la rencontre. Et par ailleurs, il évoque aussi la question de la division des flux de population pour la sécurité. Donc là, l'organisation fluide, directe et orientée pour limiter les opportunités de confrontation entre supporters d'équipes différentes, enfin, voilà, notamment les ultras. Donc ça m'intéressait pour cette idée aussi de contrôle et de division des flux de population, parce qu'on y reviendra après. Ensuite, il y a un autre extrait de Francisco Closer sur cette question donc, de splintering, splintering urbanism. Donc là, l'idée en fait qu'on a aussi des divisions de l'espace qui peuvent être liées aussi à des formes de privatisation de l'espace, que ça soit dans l'espace public ou d'espaces fermés comme les stades, avec l'utilisation là de technologies, par exemple numériques. Et finalement, le dernier extrait de Jérôme Berthoud, Luca Pataroni et Pascal Viau, qui aussi est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une tension dans les événements sportifs et culturels. Ils sont caractérisés en fait par cette tension entre contrôle et fête. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'ambiance, il ne faut pas que la manifestation soit surcontrôlée, sinon on perd l'esprit fête, mais à la fois, il faut quand même avoir un contrôle. Et pour moi, ça renvoie aussi aux enjeux à la fois sécuritaires et économiques qui sont très prégnants en fait dans le contrôle des événements. Et donc, je reviendrai un peu là-dessus après. Donc, pourquoi en fait étudier cette question des grands événements et de leur sécurité? Donc, comme l'a dit Pascal Viau, il y a effectivement cette idée que ça fournit un effet loupe qui permet de saisir des enjeux qui d'habitude sont plutôt dilués dans le temps et l'espace. Donc là, ça rend plus visible. C'est aussi un dispositif d'une certaine façon méthodologique ou un objet qui permet de voir ça. Et après, il y a aussi pour moi, il me semble que c'est aussi d'abord un objet qui permet d'étudier empiriquement les liens entre dimensions sécuritaires et économiques, qui sont des liens qui sont souvent évoqués aussi par un certain nombre de recherches, par exemple sur les villes néolibérales, mais qu'il est parfois difficile en fait d'objectiver, ou il est parfois difficile de mettre vraiment le doigt dessus. Donc, il me semble que on va voir, je vais donner un exemple après, ça permet de donner, voilà, d'étudier ça empiriquement. Et deuxièmement, je fais l'hypothèse que ces événements en fait sont un peu des laboratoires de développement de politiques de sécurité qui ensuite peuvent être généralisés à d'autres groupes, d'autres moments, d'autres lieux. Et donc, c'est des laboratoires à la fois sur le plan réglementaire, donc sur la question de l'évolution des normes qui encadrent la sécurité, sur le plan économique et spatial, donc des formes de contrôle, mais aussi en ce qui concerne les dispositifs numériques sur le plan technique, c'est-à-dire qu'en fait, ils servent aussi pour tester certains, par exemple, pour développer des algorithmes, pour entraîner des algorithmes qui ensuite peuvent être utilisés pour contrôler d'autres lieux que les événements. Donc voilà, donc je vais essayer de revenir là dans ma présentation. Il y a un peu deux parties qui reviennent sur deux dimensions un peu de ma recherche. La première sur justement le lien entre dimension économique et sécuritaire, qui là porte plutôt sur la sécurité des événements mais non numériques. Donc dans une première partie de mes recherches, et ensuite la deuxième sur cette idée de laboratoire qui là porte plutôt sur le développement de dispositifs numériques. Donc je vais revenir sur un pan de mes recherches sur les politiques du coup de sécurité des événements musicaux sur lesquels j'ai commencé à travailler en fait à la suite de ma thèse, donc sur les lieux de musique, quand il y a eu des attentats dans des salles de concert. Et donc j'avais regardé ces politiques-là à Istanbul, Paris et Manchester. Bon là je reviens sur le cas de la France. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est en fait un dispositif assez particulier qui est que lorsqu'il y a un grand événement, ça peut être soit un match de football par exemple, mais aussi un festival. En fait, la sécurité qui est mobilisée par exemple autour du stade ou autour du festival, elle est donc, c'est-à-dire la sécurité des forces de police ou de la gendarmerie, donc des agents publics. En fait, elle est facturée aux organisateurs de l'événement. Donc, par exemple, le PSG, quand il y a un match de foot, va payer un certain montant
à l'État ensuite, qui est facturé par le préfet et qui est reversé ensuite au ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, des organisateurs privés payent la présence des forces de l'ordre public. Donc, c'est quelque chose qui est relativement inhabituel, en particulier dans le contexte français, puisqu'on a, comme on dit souvent, la sécurité et la sûreté, c'est une mission régalienne. Et donc, c'est quelque chose qui, en France, où la privatisation de la sécurité est pour l'instant encore peu développée par rapport à d'autres contextes comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, quelque chose qui est relativement inhabituel et qui témoigne en fait de l'investissement croissant de groupes différents dans la gestion de la sécurité, donc les agents de sécurité privés, les forces de l'ordre public, mais aussi là, les organisateurs de ces événements. Donc après, en fait, c'est un dispositif qui existe depuis un certain nombre d'années, mais il y a eu des fortes augmentations en fait, des factures qui ont été demandées après les attentats, et en particulier, en 2018, il y a eu la circulaire dite la circulaire Collomb, donc une circulaire qui est revenue sur cette facturation, et c'est à partir de 2018 en particulier qu'il y a une augmentation très forte des factures qui étaient demandées au festival. Donc là, j'ai mis un exemple des Eurockéennes, qui payait environ 30 000 € et le montant a été augmenté en 2018 à 250 000 €. Donc, il y a eu des augmentations très, très fortes pour certains festivals. Et donc, c'est le préfet qui décide des moyens. Enfin, en fait, c'est en collaboration avec les organisateurs, normalement, et les forces de l'ordre locales, que le préfet établit la facturation et donc le montant de cette facturation. Et donc, tout l'enjeu de cette facturation porte sur la définition de ce qu'ils ont appelé le périmètre missionnel. Donc, quelles sont les missions qui incombent aux organisateurs et quelles sont les missions qui incombent à la police, qui seraient des missions habituelles et donc non facturables. Donc là, vous avez un exemple qui est l'image qu'ils ont mis dans la circulaire, où vous avez en rouge les missions qui seraient facturables et en violet entouré les missions qui ne seraient pas facturables à l'organisateur. Mais donc, on voit, en fait, là, ça donne une idée comme si c'était très simple d'établir cette facture, mais en réalité, ça donne lieu à de nombreuses négociations entre l'ensemble des parties prenantes sur quelle est la distance, à quelle distance du lieu, en fait, on est encore dans un trouble à l'ordre public qui incomberait aux organisateurs ou qui incomberait, en fait, à la police, de façon habituelle, quotidienne. Et donc, il y a tout un ensemble de négociations, à la fois sur la distance par rapport sur la distance spatiale, quels sont les espaces qui sont réellement concernés par le festival. Est-ce que si, par exemple, on a un rond-point à l'entrée d'une petite ville qui est éloignée du festival, mais il y a un afflux de voitures à cause du festival, est-ce que du coup, là, ça concerne le festival, donc est-ce que ça va être facturé? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de police ou est-ce qu'il ne faut pas mettre beaucoup de police, etc. Donc, c'est tout un ensemble de négociations auxquelles j'ai assisté, notamment avec le préfet et avec les gendarmes ou la police, qui donnent lieu à des très forts conflits, parce que pour les festivals notamment, autant pour les matchs de football, ils ont des budgets assez élevés, et c'est quelque chose qui rentre dans leur budget, autant pour les festivals, ça grève énormément leur budget, donc c'est un sujet de tension très, très important. Donc, ça, c'est la première chose, cette idée du poids que ça pèse dans les budgets. Et aussi, ce qui est très contesté, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a une facturation très inégale quand on regarde sur l'ensemble de la France, une facturation très inégale. C'est-à-dire qu'on constate que certains festivals à taille égale et à budget égaux vont payer 0 € de facture, alors qu'ils vont avoir un dispositif de sécurité équivalent à un autre festival qui, là, va payer, par exemple, 50 000 €. Et donc, c'est assez variable. Les factures sont très variables, elles sont très différentes entre les différents départements. Et donc, en regardant justement ces différentes factures et en interrogeant aussi les préfets, les organisateurs à ce sujet, on constate qu'il y a 3 différents éléments qui rentrent en compte dans justement le juste prix en fait, de l'ordre public, dans son évaluation. D'abord, il y a les relations donc, entre représentants des pouvoirs publics, préfectures et organisateurs, puisque si, par exemple, le festival se tient dans une ville où le maire a de bons rapports avec la préfecture et les organisateurs ont de bons rapports avec le maire, et ben, ça peut favoriser le fait que la facture soit allégée, voire nulle. Ça dépend aussi de l'ensemble des effectifs de police ou de gendarmerie à l'échelle locale, puisque dans les départements où il n'y a pas de grande ville et où ils risquent d'avoir un afflux, d'avoir besoin de plus en fait, de forces de l'ordre,
à cause de l'afflux des organisateurs, souvent ils en font venir d'autres départements en anticipant, et donc là, ça a plus de chances d'être facturé. Et finalement aussi, on voit que ce qui joue de façon très très importante, c'est aussi les représentations du préfet ou de la préfète à propos des événements et de leur public. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction des genres musicaux, notamment des festivals, on a des variations très importantes des montants facturés. Donc, par exemple, pour les festivals de musique électronique, on a très souvent des factures très élevées, même lorsqu'il s'agit de petits festivals, alors que, par exemple, pour les festivals de musique classique, dont certains sont beaucoup plus grands en termes d'accueil de public, enfin, ils accueillent un public beaucoup plus important, on voit que là, très souvent, ils ont des factures égales à 0 €. On ne leur facture absolument pas la présence des forces de l'ordre. Donc, on voit que ça pointe aussi dans toute cette sécurité des grands événements. Est-ce qu'on essaie de protéger les publics contre quelque chose qui pourrait leur arriver, comme ça a été le discours après les attentats, on protège les publics de risques terroristes, ou est-ce qu'on essaie de protéger des publics en fait, qui, eux, pourraient poser des problèmes, comme par exemple les festivaliers de musique électronique, ou notamment avec tout l'enjeu autour du contrôle des substances psychoactives, ou alors des ultras, dans le cas du football, qui sont aussi surciblés par ces politiques de sécurité. Donc il y a toujours une tension entre ces deux buts de l'objectif de la sécurité. Et donc pour conclure sur ça, en fait, on voit que en fait, c'est l'augmentation du poids économique de la sécurité. C'est quelque chose qui a un impact assez fort en fait sur la scène des festivals musicaux, puisque c'est une scène qui en ce moment connaît énormément de rachats de multinationales, par exemple Live Nation, qui s'investissent qui rachètent des festivals existants. Et donc, ces multinationales n'ont pas de difficulté à payer la sécurité, qui par contre va mettre en difficulté et a conduit parfois à l'annulation d'événements et à des dépôts de bilan de festivals indépendants. Donc, on voit que le poids économique de la sécurité a aussi un effet à plus long terme sur l'espace culturel. Maintenant, si je passe à cette question de la sécurité numérique des grands événements, je vais essayer de tenir, je ne sais pas trop. Donc, cette question des dispositifs numériques de sécurité pour les grands événements. Donc là, j'ai mis un exemple pour qu'on ait une idée un peu de ce que ça peut recouper. C'est un exemple qui est d'un dispositif qui s'appelle Event Monitor d'une entreprise qui s'appelle Egidium, qui est inspiré en fait de la tenue de situation militaire. Donc c'est un principe, c'est à la fois une plateforme qui va centraliser un certain nombre de données, de capteurs qui sont situés sur le terrain et qui permettent aussi d'avoir des relations avec les différentes catégories de forces de l'ordre qui interviennent sur le terrain, et d'analyse de données, de remontée de signaux, par exemple sur des caméras de vidéosurveillance, des algorithmes qui permettent par exemple d'alerter en cas d'intrusion dans un périmètre défini. Donc, ça envoie une alerte à l'opérateur qui visionne les caméras si quelqu'un rentre dans un périmètre défini, etc. Donc, c'est sur une plateforme qui permet de collecter et parfois d'analyser ces différentes données. Et donc, c'est une entreprise Egidium qui développe ces plateformes-là à la base pour les militaires. Et c'est des plateformes qui sont utilisées en contexte d'intervention sur le terrain lors d'interventions armées, et qui a ensuite été redéveloppé en fait pour les grands événements. Et donc là, vous voyez ils l'ont renommé, mais c'est la même plateforme avec quelques petites variations, Event Monitor. Et donc, par exemple, pour le football, et eux, ils ont fait partie, par exemple, de la sécurité de l'Euro de football de 2016. Donc, ils participaient à ça, j'y reviendrai après. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, et donc là, j'ai mis un extrait d'entretien du directeur de cette entreprise. Donc, le développement de ces dispositifs de sécurité pour les grands événements, pour moi, il est intéressant parce qu'il permet en fait il participe à la construction du marché plus général des dispositifs numériques de sécurité en fait, et qui concernent les espaces urbains. Et donc, les événements jouent un rôle pour moi de laboratoire, à la fois de laboratoire et de soutien à la construction de ce marché. Donc d'abord, là, j'ai mis un extrait du contrat 2020-2022 du comité stratégique de filière industrie de la sécurité,
qui entend donc positionner l'industrie française comme leader mondial de la sécurité de la ville intelligente. Et donc, pour les événements, il y a différents axes pour développer en fait ce marché de la sécurité de la ville intelligente. Et un des axes, il y a 5 axes, un des axes, c'est notamment de s'organiser autour de projets emblématiques fédérateurs, par exemple les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sont aussi précédés par le mondial de rugby de 2023. Donc, qui sont des grands événements qui sont fédérateurs et qui apparaissent comme un moment pour lesquels on va pouvoir développer des nouvelles technologies et qui vont poser peu de problèmes, qui vont faire consensus aussi parce que c'est des grands moments où tout le monde se rassemble et où politiquement personne n'a intérêt à avoir un problème de sécurité, ni politiquement ni économiquement, lors de ces grands événements. Et par ailleurs, donc, ils identifient ça comme aussi un secteur en croissance. Donc, les grands événements sportifs, JO, etc., culturels, diplomatiques, G7, G20, etc. Donc, d'une part, c'est des projets en fait, qui permettent de structurer, de focaliser les efforts d'un certain nombre d'entreprises pour développer ces dispositifs et les commercialiser. Donc là, comment en fait essayer d'objectiver un peu cette centralité des événements? Donc là, bon, c'est une analyse de réseau que j'ai faite qui est un peu en construction, enfin, ce n'est pas intégralement fini, mais j'ai recherché les projets de sécurité numérique qui sont développés dans des métropoles. Donc là, j'ai pris à l'échelle de la métropole et j'ai mis aussi l'Euro de football 2016 qui est en gris au milieu à côté d'Engie. Et en fait, on voit que l'Euro de foot a eu un certain nombre d'entreprises ont participé à la sécurité en développant des dispositifs numériques pour cet Euro de football. Et par ailleurs, il a permis en fait de tester la collaboration entre différentes entreprises du secteur de la sécurité défense notamment, donc notamment Thales, Egidium, Luceur, Devryware, qui ensuite se sont associés après pour développer avec une dizaine d'autres entreprises le projet dit Safe City qui va être qui est en cours de mise en œuvre à Nice, en cours d'expérimentation à Nice. Donc il y a un très très gros projet de sécurité numérique pour Nice qui est porté par Thales et donc qui est chapeauté par Thales avec une quinzaine d'entreprises. Et en fait, plusieurs de ces entreprises-là avaient déjà expérimenté leur collaboration et différents dispositifs ensemble avant, à l'occasion de l'Euro de football. Donc, ça permet, c'est pour essayer d'objectiver un peu le rôle que ces événements jouent, justement dans le fait que ces entreprises travaillent ensemble, apprennent à travailler avec les représentants des pouvoirs publics locaux avec lesquels elles n'ont pas toujours l'habitude de travailler, etc. Deuxièmement, c'est aussi que les événements en fait jouent un rôle en termes comme laboratoire aussi dans l'évolution des normes, parce que ces dispositifs numériques de sécurité, pour l'instant, sont encadrés par un certain nombre de normes, mais ils sont limités. Par exemple, la reconnaissance faciale dans l'espace public à des fins de sécurité n'est pas autorisée, ou à part sur certaines expérimentations très précises. Donc, ces grands événements sont conçus à la fois par les groupes d'intérêt des industries de la sécurité, mais aussi par certains représentants des pouvoirs publics. Et là, j'ai mis un exemple d'un discours de Pascal Bollot, le directeur de la protection et de la sécurité de l'État, au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui, en fait, ils sont conçus par ces agents comme des moments qui vont pouvoir cristalliser, en fait, un effort politique pour faire évoluer la législation qui entoure le recours à ces dispositifs numériques de sécurité. Donc là, lui, il dit, on doit arriver, par exemple, pour la vidéoprotection associée à la reconnaissance faciale ou la détection d'événements anormaux pour les JO de 2024, on doit arriver à lever les freins juridiques qui freinent les expérimentations en situation réelle. On doit pouvoir tester des choses comme la reconnaissance faciale pour pouvoir ensuite les utiliser, d'abord en 2023 pour la Coupe du monde de rugby, comme un premier test, en fait, grandeur nature, et ensuite vraiment en 2024 pour les JO. Donc, ces grands événements ont aussi un rôle à jouer dans l'évolution du cadre légal, qui est très important, en fait, dans le développement tout court de ce marché. Et finalement, donc, ces grands événements, ils offrent aussi la possibilité de tester en grandeur, en fait, non plus en laboratoire, puisque c'est souvent
Par exemple, pour les algorithmes, ils sont développés sur des images, pas pour l'intégralité d'entre eux, mais un certain nombre d'entre eux sont développés à partir de bases de données d'images, etc. Mais l'idée, c'est aussi de les tester en conditions réelles, puisqu'ils ne fonctionnent pas toujours aussi bien en conditions réelles, par exemple pour la reconnaissance faciale dans la rue, avec une luminosité changeante, des gens qui ne sont pas forcément face caméra, etc., que la façon dont ils fonctionnent quand ils sont testés dans un laboratoire avec des personnes qui se présentent face à la caméra, etc. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir tester tout un ensemble de ces dispositifs-là en conditions réelles lors de ces événements. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de ces dispositifs numériques qui se concentrent sur la gestion, le contrôle des foules lors de ces grands événements. Et on voit qu'il y a une circulation potentielle entre des dispositifs développés pour des grands événements comme les JO, par exemple, qui ont fait l'objet, par exemple, d'un appel de l'ANR pour développer des dispositifs de sécurité dont une grosse partie était centrée sur le contrôle des foules. Un dispositif aussi, par exemple, qui est testé sur les images de vidéosurveillance du Hellfest pour entraîner un algorithme. Donc j'ai mis là un exemple, donc c'est le Hellfest. Donc les images de 2019, le but pour l'instant, le projet est encore la faisabilité est en évaluation par la CNIL, le fait est-ce que c'est compatible avec le RGPD. Mais le but, c'est d'utiliser les images de vidéosurveillance de l'édition 2019 du Hellfest pour entraîner des algorithmes sur justement cette gestion de contrôle de foule. Donc, on a à la fois ces foules, on va dire, de grands événements festifs, et on a aussi d'autres dispositifs qui concernent plutôt les foules politiques. Et donc, on voit qu'il peut y avoir aussi une circulation entre des dispositifs destinés à gérer des foules festives, mais qui ensuite peuvent aussi être réutilisés pour d'autres types de foules, que ce soit des foules dans les espaces urbains, les grandes places, les marchés, les centres commerciaux, ou des foules dans d'autres dynamiques, par exemple les foules politiques, donc les mobilisations politiques. Alors, pour conclure, du coup, voilà, donc là, il y a la crise sanitaire, donc on a bien vu qu'il y a très peu de grands événements. Enfin, pour l'instant, c'est un peu remis en question la tenue de ces grands événements. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport justement à ces dispositifs? Donc, d'abord, on voit que beaucoup d'entreprises, les dispositifs qu'elles ont développés d'abord, par exemple, pour la gestion d'événements, elles sont en train d'essayer de les revendre pour gérer les foules dans des espaces publics et notamment contrôler le respect des règles sanitaires ou de la distanciation sociale, etc. Enfin, elles essaient de se repositionner en fait sur ce marché en faisant transiter les dispositifs qu'elles avaient déjà développés avant. Et on voit aussi que là, il y a eu quelques tests qui ont été faits, notamment par exemple à Barcelone, sur des concerts pour faire des tests et voir si les gens se contaminent ensuite et voir qui peut rentrer, etc. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on voit que se développe l'idée, par exemple, d'un passeport Covid, ou quelque chose où, en fait, pour rentrer dans un grand événement type concert ou match de football, il faudrait montrer son passeport numérique qui prouverait est-ce qu'on a été, par exemple, vacciné ou pas. Donc ça, c'est une idée qui se développe en disant, du coup, on pourrait accepter comme public les personnes qui se sont fait vacciner. Et donc, il y aurait une sorte de dispositif, par exemple, via les smartphones, voilà, qui permettrait l'accès à ces personnes-là et pas aux autres qui ne se sont pas fait vacciner. Et donc là, c'est intéressant aussi parce qu'on voit que pour ces grands événements, à la fois, enfin, encore une fois, on recourt à des dispositifs qui permettraient un contrôle différencié en fait, des populations selon différentes caractéristiques, ce qui est aussi ce qui est mis en œuvre par un certain nombre des dispositifs qui sont déjà existants. Voilà, et puis je vais conclure là-dessus. Merci. Valérie, tu prends le relais? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Vous m'entendez tous? Oui? Ok. Merci beaucoup pour cette belle présentation et c'est un enjeu de venir après.
Alors, j'ai plusieurs commentaires un peu dans tous les sens, mais déjà, je voulais dire que pour l'anecdote, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que vous citiez Pascal Viau, parce qu'en fait, c'était mon doctorant quand j'étais à l'EPFL et on avait justement conduit ensemble une recherche sur, à l'époque, c'était Euro 2008, qui avait lieu entre la Suisse et l'Autriche, et on avait examiné justement des fan zones, voilà, donc à Genève, mais aussi lui, je voulais dire que lui, il a une double casquette et c'est tout l'objet de sa thèse, c'est qu'il est aussi responsable de la sécurité et accueil d'un festival de musique, Paléo Festival de Nyon, en Suisse. Donc, j'ai dit, il est directeur de la sécurité et de l'accueil, et je vais revenir là-dessus parce que je pense que derrière sécurité, il y a aussi accueil lorsque on parle d'un grand événement, et voilà, ça va être, je vais y revenir. Mais il me semble que là, dans tout ce que vous tissez, en fait, il y a un élément clé et qui est fortement urbanistique, c'est le concept de distance. En fait, tout est, que ce soit la facturation, que ce soit le fait de donner des ordres, de sécuriser les espaces, il y a toujours, on estime que c'est toujours important qu'il y ait beaucoup d'espace entre les personnes. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette idée que la foule, quand elle devient dense, quand elle est compacte, elle peut devenir menaçante et donc il faut la contrôler. Donc, distance est clé. Ça, c'est un peu le fil conducteur, je pense, qui est à retenir et peut-être aussi à questionner, hein, parce que quelque part, c'est aussi, si je fais le parallèle avec l'idée de risque, c'est que le risque, il est toujours vraiment, de façon en tout cas dominante, vu comme un lieu dans lequel se passe un certain nombre d'événements, et ensuite, donc un lieu de risque, et ensuite, plus on prend de la distance, plus on estime qu'il y a moins de risques. Donc voilà, c'est assez au fondement, je dirais, de cette notion de distance. Alors pour revenir à la question de l'accueil, enfin oui, l'accueil, alors je voulais peut-être montrer juste une photo. C'est possible de partager mon écran, Loïc? Oui, je te crée comme co-animatrice. Attends, peut-être je... Ah oui, C'est bon. voilà. Alors, du coup, voilà. Donc, je voulais vous montrer cette image-là que j'ai prise. Donc, c'est une œuvre artistique, hein, le Barrier Bench, mais qui, je pense, nécessite, pour bien le comprendre, un peu un changement de paradigme. Et on est loin de tout ce qui est fait actuellement, parce que justement, la sécurité, c'est quand même mettre de l'ordre et ne pas confondre accueil et sécurité. Et là, je trouve que ce banc barrière est particulièrement intéressant parce que c'est justement ce que développe Pascal Viau à Paléo. Et donc, il est responsable il a renommé son dicaster, si vous voulez, sécurité et accueil. Parce qu'en fait, la conception, c'est qu'on a moins besoin de force de l'ordre si on entre dans des conditions d'accueil bonnes. Et comme il considère, je prends l'exemple de Paléo parce que c'est intéressant, parce que en fait, je ne sais pas si ceux qui assistent là au séminaire connaissent Paléo, mais c'est vraiment une ville éphémère en fait qui sort de terre pendant une semaine au milieu un peu de nulle part. Alors il y a des infrastructures qui sont déjà un peu préparées, mais qui sont enterrées. Ce sont des champs. Et pour une semaine, il y a un festival qui se passe là-bas. Et donc, c'est une mini-ville, donc on est en plein urbanisme, et donc ils ont des commissions d'urbanisme, ils ont, voilà, pour faire circuler les flux, et ils attachent une énorme importance à l'accueil, parce qu'ils ont vu que ça désamorçait, ça permettait de désamorcer les questions d'engorgement, fluidifier les flux, sans qu'il y ait besoin d'intervention de forces de l'ordre ou de sécurité. Voilà. Alors, je peux arrêter de partager mon écran? Oui, c'est à toi de le faire par contre. Ah oui, voilà.
Voilà. Donc voilà, cette petite image pour dire que souvent, il y a une tendance à séparer les choses et on pense que c'est éternellement comme ça. Mais en fait, il est possible de questionner les fondamentaux de cette séparation-là. Et l'exemple de Paléo montre que ça marche assez bien. Alors ensuite, alors la question que j'aurais envie de poser, c'est comment est-ce qu'on peut contourner cette idée négative de la foule qui est encore plus renforcée par le Covid. Quelque part, là, on est en plein... c'est comme si, oui, on nous interdit même de faire foule, alors que pour qu'il y ait un événement, l'événement lui-même, le fait que ça fasse événement, il faut qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait foule, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui fait événement? Et là, je voulais peut-être, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre de Dominique Boulier qui date d'il y a un certain temps, La vie, l'événement, où il y a un certain nombre de critères justement pour qu'on sorte satisfait ou content d'un événement. Après, alors, les événements, surtout comme les JO, vous mentionnez beaucoup les JO, ce sont des événements éphémères pour lesquels on construit un certain nombre d'infrastructures. Et là, Marie Delaplace on travaille dessus et d'autres aussi. Et la question, c'est que souvent, on accepte de mettre beaucoup d'argent là-dessus parce qu'il y a la promesse que ces infrastructures vont décloisonner, déconfiner ou améliorer des situations ou donner des impulsions à certains territoires concernés. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est le devenir de ceci? Parce que on entend que parfois c'est des grands succès et parfois il n'en est rien. Et surtout, si on revient sur les questions de facturation, qui continuerait à payer ces infrastructures et qui continuerait à les maintenir? Et je crois me souvenir des grands jeux d'Albertville où il y a eu beaucoup de contestations avec des infrastructures qui finalement sont devenues complètement désuètes. Et, voilà. Et mon dernier point, c'était par rapport au PowerPoint, la dernière image, c'était sur la question, votre dernière image qui disait merci, en fait que vous n'avez pas montré. Montrer qu'il y avait le slogan, donc Maximum Performance for Security Without Compromise. Et donc, c'est tout le topo un peu que j'essaie de faire, c'est qu'il me semble que, en fait, non, la sécurité, c'est complètement fait de compromis. La performance est faite de compromis. Justement, on voit bien que la foule, elle a deux facettes, elle a plusieurs facettes. Comment est-ce qu'on on fait en sorte que la foule reste joyeuse et ne devienne pas menaçante, mais aussi, évidemment, les facettes du risque qui sont composées de risques et bénéfices. Jusqu'où c'est bon je veux dire que cet équilibre, cette tension, vous en avez parlé, et je pense que c'est aussi crucial donc, dans ces questions-là. Voilà les quelques éléments que je voulais amener. Ah oui, peut-être encore un dernier élément. Ayant travaillé, je l'avoue, dans ce festival Paléo Festival comme bénévole, dans la sécurité, j'ai fait moi-même beaucoup de vidéosurveillance, en fait, de grands concerts, etc. Devant justement des foules de 40 000 personnes. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit une évolution, c'est-à-dire on était des humains derrière les caméras et on avait une grille avec des critères justement de distance, par exemple s'il y a des enfants devant, enfin on devait le signaler aux autres parce qu'on était tous en réseau. Mais là, avec l'intelligence artificielle, qui va faire ça? Qui va donner des bonnes pratiques? C'est une chose que de surveiller une foule numériquement en termes de densité, mais qui va introduire les caractères qualitatifs qui vont alerter qu'il y a un problème, ou en tout cas anticiper le fait qu'il y a un problème. Notamment, s'il y a beaucoup d'enfants qui sont en devant vers les crashs barrières, en soi, ce n'est pas négatif, mais ça peut l'être parce que s'il y a des pressions de la foule, c'est eux qui peuvent... ça peut être dangereux pour eux. Voilà.
Voilà pour ces quelques petits commentaires et questions. Et j'espère que ça suscitera je sais pas, des réponses. Donc, Myrtille, ouais, allez-y. Oui, je réponds un peu et après. Merci beaucoup en tout cas pour vos remarques et vos questions et votre lecture de ce que j'ai présenté. Je pense que pour revenir à la question que vous avez posée à la fin, sur justement cette question des humains, de la vidéosurveillance et de, par exemple, la vidéosurveillance automatisée où on a, qui est censée en fait pallier aux défaillances des humains, puisque on ne peut pas avoir un humain qui regarde à la fois sans caméra, enfin il ne peut pas regarder en même temps sans caméra. Donc l'idée de la vidéosurveillance automatisée, c'est de pallier à ces défaillances-là en lui envoyant des alertes à partir d'algorithmes qui scannent les images et les analysent, d'envoyer des alertes pour que la personne puisse regarder au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est le discours des industriels qui développent ces dispositifs-là. Et du coup, je pense que ce que ça pose comme question, et ça revient sur ce que vous avez dit à la fin, quand vous dites qui va faire en fait l'analyse qualitative, qui va dire il y a des enfants, en fait, on voit que c'est comme s'il y avait ce qui auparavant était plutôt décidé par les agents qui étaient derrière les caméras, donc les agents, par exemple, de sécurité qui regardent les caméras ou la police. En fait, ça transite à un autre groupe professionnel qui est, par exemple, le groupe des ingénieurs qui vont développer ces algorithmes-là, qui, eux, vont parfois en partenariat avec ces agents de sécurité, mais parfois tout seuls, selon leur propre conception de comment il faut faire, vont développer justement des indicateurs statistiques d'alerte. Donc, par exemple, là, ce qu'il est envisagé pour les foules des concerts du Hellfest, là, l'idée, c'est de faire tourner des algorithmes non supervisés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas forcément ce qu'ils doivent repérer, mais on leur dit, par exemple, repérer des événements statistiquement anormaux. Et donc, en fait, ils vont évoluer sur ces images-là et faire remonter un certain nombre d'informations dont ensuite on va leur dire ça, c'est pas pertinent parce que, par exemple, quelqu'un a sauté dans tous les sens et les autres ne sautaient pas. Enfin bon, après, au Hellfest, on serait plutôt quelqu'un ne saute pas. Donc, c'est inhabituel alors que les autres sautent tous. Et donc, on va dire c'est pas pertinent d'un point de vue de sécurité. Mais du coup, c'est vrai que ça amène à une transformation de l'idée de risque à la fois par la façon dont il va être défini finalement de façon statistique ou technique, et aussi parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont définir le risque et qui n'ont pas du coup la même appréhension du risque. Et il y a aussi possiblement en fait des choix qui auparavant étaient des choix un peu politiques ou tactiques, se dire s'il y a des enfants devant, c'est dangereux parce que c'est des enfants, donc voilà. Là, ça va être plus ou moins masqué parfois derrière des choix en apparence techniques, mais qui en réalité recouvrent aussi des décisions, des arbitrages malgré tout, soit économiques, soit politiques ou de hiérarchisation des risques. Donc, je pense que c'est vrai qu'en fait, la foule, il y a une sorte de redéfinition par ces opérations-là de ce qu'est la foule, de ce qui est pathologique dans la foule, de ce qu'est un moment de bascule de la foule. Et la réponse des personnes que moi j'ai interrogées à ce sujet-là, quand je leur dis justement, mais comment vous faites, comment vous allez faire, vous, donc par exemple les ingénieurs qui développent ces algorithmes, pour définir ce qui est problématique, eux, ils me disent, c'est mieux qu'un humain parce que, en fait, on va prendre par exemple une foule au Hellfest, une foule à un match de foot, on va faire tourner sur chaque foule différente un algorithme qui va du coup se spécialiser sur les foules de concerts de hard rock, les foules de supporters de foot. Et donc, on aura des algorithmes spécialisés dans les dangers de chaque type de foule. Donc, ça sera plus précis qu'un agent de sécurité, par exemple. Ce qui, en fait, peut assez facilement être contredit parce que voilà, l'algorithme, ça veut dire aussi qu'il peut difficilement anticiper des changements de situation. Enfin, il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent sur ça. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une transformation. Même si on reste avec les mêmes idées, la foule peut être dangereuse, la foule est compacte et c'est ça qui est dangereux et ça pose un certain nombre de risques. On a quand même une transformation un peu de la façon dont elle est pensée, dont elle est quantifiée et du coup gérée aussi. Voilà. Mais après, il reste, n'empêche que ces algorithmes-là, in fine, sont utilisés par des agents de sécurité qui certes reçoivent l'alerte, mais ensuite peuvent décider ou non d'intervenir.
Donc, en fait, il reste quand même cette décision-là. Ils peuvent se dire bah, ça n'a aucun sens cet algorithme et finalement ne même pas l'utiliser, par exemple. Enfin, rien ne dit qu'après, ces algorithmes aient réellement un effet forcément dans la gestion des foules par les professionnels de la sécurité. On a le temps du coup de prendre peut-être quelques questions. Donc, si les uns ou les autres vous voulez poser des questions. Marie, vas-y. Merci pour cette présentation que j'ai trouvée très, très intéressante. Parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas moins spécifiquement travaillé. Même si, dans le bouquin qu'on a édité, là, Hosting the Olympic Games, il y a quelqu'un de l'Université de Troyes, je ne sais pas si vous connaissez, Pierre-Henri Richard, qui a fait un papier justement sur la question de la sécurité parce que l'UTT travaille sur cette dimension. Alors, moi, j'avais une interrogation et puis une question. Une interrogation sur, au début, vous avez évoqué une question de privatisation de la sécurité, mais je ne suis pas sûre que dans le cas présent, si j'ai bien compris, parce que peut-être j'ai mal saisi, ce soit une privatisation, c'est simplement un dédommagement d'un service public qui est assuré par l'État. Donc là, ce n'est pas une privatisation puisque l'ordre est assuré par l'État, toujours. Simplement, l'État est dédommagé pour cette offre de sécurité qu'il va proposer pour un événement. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais en tout cas, pour moi, si c'est bien ce que j'ai compris, ce n'est pas une privatisation. C'est peut-être une marchandisation, enfin, et encore, parce que je ne sais pas comment sont calculés les tarifs de facturation des services de l'ordre qui dépendent de l'État. Et puis, donc, j'ai une interrogation, mais qui a été en partie levée sur la question des grands événements. Alors, on parle des grands événements en général, on parle de la foule. Alors, sur la foule, je me dis, ça renvoie finalement à des présupposés en termes d'individualisme méthodologique très marqués, puisqu'on suppose que la foule, finalement, c'est une addition d'individus qui ont des comportements parfaitement homogènes. Voilà, donc on va considérer la foule comme voilà, ces individus. Alors, vous avez répondu un petit peu différemment à la fin, puisque vous avez évoqué les enfants qui peuvent avoir des comportements différents. Mais chaque fois qu'on parle de foule, moi je me dis, mais on suppose qu'on va agréger des individus pour obtenir un comportement d'une foule qui aurait un comportement qu'on pourrait complètement déterminer. C'est un petit peu comme voilà, les marchés ont fait ci, les marchés ont fait ça, comme s'ils avaient en soi une logique d'intervention, et tout simplement parce qu'on a agrégé finalement des comportements individuels. Et donc je me disais, ces grands événements, est-ce qu'on peut traiter de la même façon je ne sais pas, un grand événement sportif comme les JO, comme une coupe du monde de football, une coupe du monde de rugby, déjà, même à l'intérieur des sports, je pense qu'il y a des différences marquées sur les comportements des individus. Alors, donc, est-ce qu'on peut traiter de la même façon ces grands événements sportifs, les grands événements culturels, ou alors même les grands événements publics, vous avez parlé du G20, voilà. Ce que vous évoquiez au début sur est-ce qu'on protège la foule ou est-ce que finalement il faut se protéger de la foule, je pense se pose de façon différente selon le type d'événement. En tout cas, merci pour cette présentation, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup et merci aussi pour la référence. Je vais effectivement regarder de plus près. Effectivement, vous avez raison. Enfin, j'ai dit privatisation de la sécurité. Là, c'est pas vraiment une privatisation. C'est un dédommagement. Après, ça pose quand même la question puisque certains organisateurs d'événements ne pourront pas payer ces frais de sécurité supplémentaires. Du coup, ils ne pourront pas organiser leur événement. Et donc, ça pose quand même cette forme de marchandisation de la sécurité.
elle pose quand même la question de ensuite ce que ça a comme effet le recours à une forme payante en fait de sécurité. Voilà, donc mais effectivement, c'est pas une privatisation de la sécurité, même si après, de toute façon, dans toutes les enquêtes sur la police et ces questions-là, ils utilisent plutôt le terme de multilatéralisation. Enfin, le terme privatisation est de toute façon pas très aimé, donc j'ai dit ça pour aller un peu vite et pas trop revenir dessus. Mais on voit quand même qu'il y a là, notamment en France, une poussée pour diversifier les groupes qui prennent en charge la sécurité et notamment augmenter les compétences des groupes qui ne sont pas la police ou la gendarmerie, donc, et ni la police municipale, mais augmenter les compétences notamment des agents de sécurité privés. Enfin, voilà, donc on voit qu'il y a quand même une forme, pas de privatisation, mais de multilatéralisation, et que ces grands événements-là sont aussi souvent cités comme des moments où il faudrait justement augmenter la sécurité privée, augmenter les compétences des agents de sécurité privée, etc. Donc voilà, mais effectivement, ce n'était pas le bon terme. Et après, sur justement cette façon, enfin ces différentes foules, est-ce que vraiment, enfin effectivement, ça part d'un présupposé, voilà, où il y aurait une foule, et donc bon, c'est un peu tout, enfin, comme vous avez dit, cette forme d'individualisme méthodologique dans l'appréhension de cette foule. Après, il y a quand même certaines populations qui sont ciblées plus que d'autres dans les foules. C'est-à-dire que par exemple, même pour le football, ben, on ne va pas forcément cibler tout le monde, mais on cherche les ultras. Donc on a quand même des variations, y compris pour les professionnels de la sécurité, dans la foule, il y a certains individus plus dangereux que d'autres qu'on cherche justement à identifier parmi ces foules-là, notamment, et le recours à la reconnaissance faciale est aussi pensé dans ce sens-là, c'est-à-dire d'identifier dans la foule les individus qui sont dangereux parmi la foule qui serait innocente et festive. Et après, effectivement, moi je pense que tous ces événements ne se ressemblent pas et les groupes qui forment, c'est les publics de ces événements ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes comportements. Mais comme là, j'essaie de regarder aussi comment l'industrie, enfin les groupes d'intérêt appréhendent en fait ces événements-là. Eux, ils ont tout intérêt à le présenter comme une sorte de foule homogène parce qu'ils cherchent à construire un marché et à diffuser en fait les mêmes dispositifs d'événement en événement, parce que eux, faire un algorithme pour un événement et ensuite en faire un autre pour un autre événement, c'est pas du tout rentable. Donc ils cherchent à homogénéiser au maximum, justement pour pouvoir ensuite revendre le même algorithme à tout un ensemble d'organisateurs différents. Donc voilà, donc pour eux, c'est aussi pour ça qu'il y a cette logique très homogénéisante, alors que ce n'est pas forcément le cas, mais parce qu'il y a une logique aussi économique derrière. On a le temps peut-être encore de prendre une ou deux questions rapidement, peut-être formulées de manière peut-être un peu plus rapide si possible. Est-ce que quelqu'un veut saisir Désolée alors pour la longueur. Non, non, excuse-moi Marie, hein, c'est juste parce que on veut essayer de tenir dans le temps. Moi j'en avais une, donc encore une fois merci pour cette intervention qui était extrêmement stimulante. Moi j'étais très très intéressé par le fait que les données numériques qu'on récupère en vidéosurveillance, comme le Hellfest dont vous avez parlé, ces données pouvaient être ensuite en fait retravaillées, ce qui veut dire qu'on peut les transmettre. J'étais un peu surpris de ne pas voir apparaître les barrières que naïvement j'imagine encore fonctionner en France, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou la CNIL. Est-ce que pour vous, ces barrières-là interviennent à un moment donné dans ce processus ou pas du tout? Alors peut-être je réponds très vite. En fait, là, en l'occurrence, le projet développé sur le Hellfest, il est en cours justement d'évaluation par la CNIL pour voir si c'est bien proportionnel et s'il y a une licéité du traitement des données. Parce que justement, est-ce que les gens qui sont venus au Hellfest en 2019, certes, en achetant leur ticket, ils acceptent d'être vidéo-surveillés ou vidéo-protégés, mais par contre, ils n'ont pas accepté que ces données soient ensuite utilisées pour un projet de recherche qui développe des algorithmes de contrôle des foules. Donc là, c'est quelque chose qui est en train d'être traité par la CNIL et donc c'est pas encore sûr que ce projet puisse être mis en œuvre, mais justement, ils essaient de construire un dossier tel qu'il soit validé par la CNIL. Mais pour l'instant, c'est encore un peu en… Enfin, la CNIL bloque un certain nombre d'expérimentations. Mais après, c'est aussi pour ça que les groupes d'intérêt poussent pour une évolution du cadre légal, qui, a priori, en vue des JO, devrait arriver dans pas trop longtemps. Enfin, qui est envisagé. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, éventuellement. Vas-y, Nassima.
Il y a aussi Reinhardt qui a levé sa jolie main jaune. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Alors, je ne sais pas si j'y vais directement ou on passe Oui, vas-y, à vas-y. Reinhardt. Ben, merci beaucoup, Myrtille, pour cette intervention extrêmement intéressante également. J'ai suivi. Et puis, mon intervention peut-être s'articule avec aussi ce qu'a dit Valérie November. Concerne l'intérêt que vous avez pu avoir, Valérie parlait des enfants, des barrières de sécurité, de la partie avant, arrière, et je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de travailler sur la transformation des dispositifs spatiaux, c'est-à-dire la canalisation avec des serre-fils, les logiques de seuil, s'il y a, de checkpoint. Bon, il y a évidemment l'entrée. Enfin, l'entrée, c'est peut-être quelque chose qui est un dispositif assez complexe finalement, surtout s'il y a si on va vers une division, une approche un petit peu plus sélective des publics ou si on les catégorise. Donc, je voulais savoir si vous avez travaillé aussi avec voilà, des formes de cartographie micro, de quel type de mapping. Et ma deuxième question, elle est un petit peu liée. C'est par rapport aujourd'hui à la problématique donc, des gestes barrières, j'allais dire du contexte Covid. Globalement, bon, mettons, je vais vraiment un peu à l'arrache, mais mettons qu'un festival, dans le cadre d'un lieu donné, répétitif, on connaît le lieu, on connaît son périmètre et sa surface, on connaît la population qu'il a l'habitude, en année de croisière, d'accueillir. On met des règles de distanciation, c'est-à-dire on modélise à 1 mètre ou 1,50 m ou 2 mètres, parce que l'OMS, selon les pays, donne des règles de distanciation. Enfin voilà, le 1 mètre en France, c'est plutôt 2 mètres ailleurs. Bon, ça a des impacts, c'est-à-dire que ça enlève 80% de la jauge en fait à surface égale. Voilà, je voulais savoir si vous aviez aussi travaillé sur ces éléments et si ça impacte eh bien, la distance avec laquelle les caméras s'approchent des visages et donc finalement toute la logique qui était mise en œuvre par l'organisation économique, opérationnelle que vous avez étudiée. Alors pour l'instant, je n'ai pas non plus étudié là récemment ces transformations-là, puisque c'est quand même assez récent. Puis pour l'instant, la plupart c'est pas même tout simplement très peu rentable pour la plupart des événements d'ouvrir avec des jauges aussi réduites en fait. Enfin, avec en fait aussi peu de personnes dans leur public. Donc ça, je pense que déjà de base, c'est aussi ça le problème que ça pose. Oui, mais vous voyez par exemple, les matchs de foot, ils fonctionnent et ils fonctionnent avec peu de public. Donc comme on entre dans un new normal. On va peut-être entrer dans un new normal avec des jauges moindres, oui, avec de la dédensification. Mais après ça, dans le football, ils peuvent se permettre, entre guillemets, ce type de choses parce qu'ils ont d'autres sources de financement. En fait, le match n'est pas forcément, enfin, c'est plutôt les droits télé ou pour la plupart des festivals, ils n'ont pas d'autre économie sur laquelle ils peuvent se baser, à moins que ça soit des grands festivals comme Live Nation, etc., qui eux aussi ont derrière d'autres choses qui leur rapportent de l'argent. Mais c'est vrai que la plupart des événements musicaux, à mon avis, ne peuvent pas se permettre de faire ça. Enfin, voilà. Mais après, je ne sais pas du coup comment ça… Oui, mais si les JO se passaient, ils se passeraient avec des modalités de distanciation. Il faudrait prendre en compte ces nouvelles jauges. Oui, mais du coup, je ne sais pas très bien, effectivement, en termes de sécurité, ce que ça donnerait. Enfin, je n'ai pas pu observer pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas pu trop réobserver d'événements culturels. Et après, je suis d'accord pour les cartographies. Effectivement, on voit qu'il y a souvent une articulation entre les dispositifs numériques et des dispositifs physiques, en fait, de barriérage, de segmentation des espaces. En fait, ce n'est pas des choses qui fonctionnent de façon exclusive, mais c'est plutôt des choses qui vont fonctionner ensemble. Et l'idée, là, c'est de voir comment les deux s'articulent, mais je suis encore en train d'examiner ça. Ça fait partie de votre feuille de route A priori, oui. D'accord, merci. On prend une dernière question, celle de Reinhardt. Non, je pense que la réponse a été donnée partiellement. En fait, je voulais poser une question un peu semblable à celle de Nassima, c'est-à-dire dans quelle mesure ces dispositifs tiennent compte des configurations très physiques de ces différents lieux,
l'image qu'on a vue, ça donnait l'aspect de quelque chose d'extrêmement dégagé, vaste, lisse, etc. Mais il y a des situations dans lesquelles il y a très probablement des configurations physiques qui eux-mêmes ont après une influence sur le mouvement des individus agrégés sous forme de foule. Bon, pas nécessairement une réponse, quoi. Ok, donc Nathalie, tu veux poser une question rapidement? Nathalie Roseau? Oui, non, mais on aura l'occasion, j'imagine, d'en parler, mais je me demandais juste, parce que tous ces dispositifs de sécurité sont là pour prévenir, mais surtout pour intervenir quand il y a effectivement des attentats, des incendies de toutes sortes, etc. Donc je me demandais, à l'image des algorithmes sur le Hellfest, est-ce que, Myrtille, vous avez analysé l'effet aussi d'événements, enfin, donc de type terroriste, etc., sur l'évolution des dispositifs de sécurité, donc dans une logique un peu temporelle sur la manière dont ces dispositifs évoluent, soit qu'il s'agisse de dispositifs spatiaux, soit des systèmes de contrats entre États, villes, organisateurs, etc. Et puis, je voulais surtout vous remercier pour cette intervention aussi, qui est passionnante. Merci, merci beaucoup. Et en fait, là, je vais répondre très très rapidement parce que bon, là, je pense que ouais, je pense que ça va partir, mais oui, je pense que c'est aussi que ça a donné une forte impulsion en fait au développement de ce marché parce que là, du coup, il y a une demande. Enfin, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, par exemple, les industriels, ils disent, voilà, depuis les attentats, pour nous, c'est beaucoup plus facile de vendre nos dispositifs, y compris, par exemple, auprès de collectivités territoriales plutôt marquées à gauche, qui avant étaient beaucoup plus réticentes et qui aujourd'hui ont plus de difficultés à refuser ce type de dispositif, alors qu'avant, il y avait une différenciation plus marquée. Mais bon, après, il y a d'autres éléments en lien avec les attentats, mais déjà, ça, c'est quand même un élément important. Ok. Bon, on va arrêter là. Je suis désolé d'interrompre, mais il faut qu'on respecte un petit peu ce format. Si on crée de la frustration, quelque part, on a réussi l'opération. C'est-à-dire que, globalement, on avait aussi l'idée que l'échange et puis la réflexion puissent se prolonger en allant regarder donc ce qui se fait sur le site du LabEx, sur le groupe Ville et Numérique, sur le groupe RISC et l'Urba Risk Lab qui sont intervenus, sur le site du LATS, où je suppose Myrtille va mettre bientôt toute une série de renseignements concernant son parcours. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier déjeuner. Merci surtout à Myrtille, à Gilles et puis à Valérie d'avoir accepté de l'animer. Donc, le prochain déjeuner est déjà prévu et calé. Il aura lieu le lundi 1er février 2021, donc avec Anaï Alviso qui était présente à côté de nous aujourd'hui et qui interviendra dans le cadre du groupe Penser l'urbain par l'image sur la communication suivante: de bronze et d'asphalte, édifier l'État par les monuments en ville dans la péninsule arabique. Voilà. Donc merci encore, bon après-midi à toutes et à tous, et puis on essaye le plus vite possible de mettre tout ça en ligne sur le site du LabEx. Bon après-midi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci Myrtille pour cette intéressante présentation. Merci beaucoup, Myrtille. Et au revoir. À vous.